550 000 chefs d'entreprise vont partir à la retraite d'ici 10 ans, ce qui représente 3 millions d'emplois en jeu. La moitié de ces entreprises ne trouvera pas de preneur. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Thibaut Lemay, dirigeant d'entreprise et auteur du livre Le rendez-vous ultime de l'entrepreneur. Bonjour Thibaut. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous pour notre premier épisode de podcast. Avec plaisir. Je suis ravi d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Si tu le veux bien, on va commencer par parler de tes tout débuts. Donc de l'école d'ingé à entrepreneur, c'est quoi le déclic ? Effectivement, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Et au tout début, j'ai pas du tout d'idée d'entreprendre ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est vraiment en lisant des livres et même parfois aussi des magazines économiques que voilà, j'ai eu le déclic de l'entrepreneuriat. Maintenant, ça ne s'est pas fait tout de suite. J'ai commencé par un stage aux États-Unis. J'ai travaillé à Paris dans une agence de marketing Internet. Ça m'a beaucoup plu. Et le plus gros déclic, ça a été de dire, les États-Unis, c'est bien. Paris, c'est fun. Mais j'aurai une meilleure qualité de vie en rentrant à Lille. Et j'ai dit, par contre, si je rentre à Lille, c'est vraiment pour créer mon emploi, mon job. Et au début, je voulais juste être un peu freelance. D'ailleurs, le terme freelance, il y a 15 ans, ça n'existait pas vraiment. Donc voilà, je voulais juste créer mon job. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. J'ai continué de lire beaucoup. Et j'ai réussi à créer finalement mon job, une société. Et on le verra après, mais j'ai créé une société. On est monté jusqu'à 35 personnes. Société que j'ai revendue par la suite, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu tout arrêter ? Alors, quand j'ai créé ma société, j'ai envie de dire que les 3 premières années, j'avais tous les jours une raison d'arrêter. Je n'avais pas envie d'arrêter, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué, mais j'ai tous les jours une raison d'arrêter. Typiquement, je pense que même le premier jour où j'ai créé la société, donc j'ai passé 6 mois de R&D à construire un logiciel. On était éditeur de logiciels, on vendait au début un logiciel et après plusieurs aux plus gros sites e-commerce d'Europe. Nos clients, c'était par exemple Sephora, Rue du Commerce, etc. Et avant tout ça, j'ai eu énormément d'interrogations et je me rappelle même du premier jour où j'ai créé la société, j'ai un concurrent énorme qui est apparu. Ce qui était en réalité bien parce que ça a ouvert le marché, ça a permis une chose, c'est un acteur américain qui s'est implanté en Europe et ce qui a permis, ça m'a permis de rendre le projet un peu plus crédible. Au début de mon projet, les gens disaient, tiens, on ne comprend pas ce que tu fais. Finalement, on se dit que si c'était aussi pertinent pour les gros sites e-commerce en Europe, je pense que Google l'aurait déjà fait. Mmh. Et moi, j'avais la conviction et voilà, j'ai mené le projet jusqu'au bout. Et c'est vrai que en voyant des acteurs américains débarquer en Europe, ça a renforcé justement ma crédibilité et ça nous a permis, pas tout de suite, mais on va dire 3-4 ans plus tard après la création, ça nous a permis d'être officiellement le pionnier et le leader sur notre marché. Okay. Et ça, je l'ai tiré par exemple dans un livre. J'ai lu le livre de James Dyson, donc le fondateur des aspirateurs Dyson. Okay. Et c'est un livre vraiment inspirant parce que moi, quand j'ai vu un parallèle avec mon histoire où il y en a plein qui lui ont dit si ta technologie d'aspiration sans sac était vraiment intéressante, était tellement puissante, je pense que Hoover, donc le leader à l'époque, t'aurait déjà copié ou racheté, etc. Et quand moi, on me disait Thibaut, si ta technologie est si puissante et pertinente, je pense que Google l'aurait déjà proposé, etc. Donc voilà, ça c'était aussi une petite anecdote que j'avais par rapport à mes débuts. Mais au tout début, j'avais une raison d'arrêter tous les jours et il faut se battre. Ouais, voilà. Est-ce que tu penses que ces 3 années difficiles t'ont justement forcé à te structurer ? Oui, de toute façon, alors d'une part, ça m'a beaucoup aidé. Et de deux, il faut savoir que moi, j'ai créé ma société dans un incubateur, plutôt un incubateur public. Il y avait ça à l'époque. Aujourd'hui, il y a quelques incubateurs privés. Mais il y a 15 ans déjà, le mot incubateur, ça démarrait en France. Hein. Et dans un incubateur, on te pousse à développer ton produit, donc à innover. Et ensuite, on te pousse à, on va dire, lever des fonds. On ne te pousse pas forcément à aller chercher des clients. Donc moi, avec vraiment le zéro expérience que j'avais en entrepreneuriat, j'ai fait un petit peu ce schéma classique. J'ai innové, j'ai développé le produit pendant des années. Et puis, je me suis structuré, du coup, dans le développement de mon produit. Et clairement, je me suis essoufflé.
c'est vraiment une période où voilà, je me suis essoufflé à structurer, etc. Maintenant, avec l'expérience, je me rends compte que ce qui est important, c'est d'aller chercher très rapidement des clients. Mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Euh, et pour le coup, cette structuration, ça m'a beaucoup aidé. C'est par la suite. C'est quand ça a commencé à bien marcher que ben, là, effectivement, on avait des clients. Moi, j'avais recruté une équipe commerciale. Ben, après, voilà, c'était parti. À ce moment-là, j'étais vraiment content d'avoir passé du temps à structurer l'entreprise, à mettre des process en place, etc. À avoir un bon produit sur lequel j'avais beaucoup travaillé sur le produit, sur l'innovation, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas ce que je conseillerais à je conseillerais à personne de refaire ce schéma-là, c'est-à-dire passer trop de temps sur le produit, etc. Aujourd'hui, j'aurais envie de dire avec mon expérience, c'est faut passer du temps à aller chercher des clients, passer quand même un petit peu de temps sur le produit, il faut avoir quelque chose à Ouais, vendre. Mais vraiment, c'est aller chercher des clients et ensuite ben, forger le produit, d'accord. construire le produit, etc. Surtout que on est en 2026, le produit, c'est plus vraiment un challenge. Il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée sur la conception d'un produit aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Donc j'ai envie de dire, à partir du moment où il est vendu, le produire, c'est dans 80% des cas, c'est plus vraiment très compliqué, quoi. 8 000 € sur le compte et tu mets tout dans une formation Stanford. Explique-nous comment ça s'est passé. Exactement. Comme je te dis, au tout début, les 3 premières années, elles étaient vraiment difficiles et je me suis complètement essoufflé. Et à la fin, à l'issue de ces 3 ans, il y a l'équipe de Ratechnologie, donc mon incubateur auquel j'étais rattaché. Il me parle du programme Stanford. Donc l'idée, c'est de passer une semaine là-bas en immersion en Californie. Et ensuite, c'est les Américains qui viennent une semaine ici à Lille. Et je leur dis, écoute, moi j'ai déjà fait une école d'ingénieur, j'ai déjà fait une école de commerce, puisque j'ai un master spécialisé en marketing internet que j'ai obtenu à Grenoble École de Management avant d'être diplômé. Et je dis, pour moi ça n'a pas de sens Stanford, etc. Et puis en plus de ça, j'ai plus d'argent sur le compte, c'est très compliqué. En réalité, j'avais pas 8 000 €, je devais avoir 15 000 € et la formation coûtait 8 000. Ok. Donc je dis là, je mets vraiment la société à risque, mais je me suis dit de toute façon, et vraiment, je l'ai vraiment pensé comme ça, je me suis dit, ben, faisons le voyage. Déjà, ça va me faire du bien, parce que j'adore les États-Unis. J'étais déjà allé beaucoup auparavant, puisqu'en plus, j'ai fait un stage à Los Angeles, etc. Donc j'ai dit, ben, ça va me faire beaucoup de bien. Mhm. Ça va aussi me faire sortir la tête du guidon. Euh, et avec un peu de chance, il peut se passer un miracle. Et dans les faits, il s'est vraiment passé un miracle. J'ai coché toutes les cases, c'est que ça m'a fait beaucoup de bien. Passer du temps en dehors de l'entreprise, ça m'a aidé énormément. J'ai passé une semaine là-bas avec d'autres entrepreneurs. Et ça, c'était pour le coup, ça a été vraiment une semaine extrêmement enrichissante parce que j'avais avec moi des entrepreneurs qui avaient vraiment le même ADN que moi, la vraie envie de se développer. Et puis après, le programme Stanford, il m'a tout appris. Moi, il m'a appris clairement comment fonctionne une entreprise et surtout comment fonctionne le financement d'une entreprise à travers les fonds d'investissement, etc. Et ça m'a absolument tout débloqué. Je suis rentré de Stanford. Ensuite, j'ai continué de travailler. Puis après, les Américains sont venus. Les Américains sont repartis. Ils m'ont donné mon petit diplôme, etc. Super. 15 jours plus tard, j'avais trouvé des fonds. Ah ouais. C'est-à-dire que j'avais revu mon business plan. Ça faisait 2 ans que je cherchais de l'argent, hein. Mais là, j'avais revu mon business plan. J'avais recontacté des fonds qui m'avaient dit viens nous voir plus tard. Mhm. Et, et ils ont dit oui tout de suite. Ok, c'est fou. Donc, moi, pour le coup, Stanford, ça m'a énormément aidé. Et voilà, c'est aussi pour ça que je pousse vraiment les entrepreneurs à suivre des formations. Alors, pas forcément celles de Stanford, mais en tout cas à se former. Aujourd'hui, il y a énormément de formations disponibles, hein, que ce soit Enaco, que ce soit Stanford, donc en ligne, en physique ou en hybride, etc. Mais moi, je pousse les gens à se former à 2000%. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Tu nous parles de fonds d'investissement, Mhm. mais ça veut dire quoi concrètement? Un fonds d'investissement, alors c'est pareil, j'ai appris ça à Stanford. J'ai aussi appris dans un guide que j'ai récupéré à la CCI de Lille à l'époque. C'est un guide qui n'existe plus. Puis en plus de ça, à l'époque, on appelait ça capital risque. Maintenant, on appelle ça plutôt venture capital, etc. VC, fonds d'investissement. Mhm. Mais
on va dire qu'un fonds d'investissement, c'est finalement un groupe de souscripteurs. Donc, le fonds va faire appel à des investisseurs, ce qu'on appelle des souscripteurs. D'autres vont utiliser le terme aussi un peu plus général qui sont des LPs, pour reprendre les termes anglais, pour Limited Partners. Donc, forcément, un partenaire pour lequel on va dire son risque est exposé à ce qu'il investit. Donc, c'est pour ça que c'est limité. Voilà. Ce sont ces souscripteurs qui vont se rassembler et qui vont investir pour, on va dire, une thèse d'investissement qui est validée, qui est commune, qui est d'investir soit dans des logiciels SaaS, ce qui était mon cas. Moi, mon fonds il était spécialisé dans l'investissement de logiciels SaaS. D'autres, ils vont être spécialisés dans les investissements énergétiques. D'autres vont être spécialisés dans les investissements médicaux, etc. etc. Ok. Et aujourd'hui, ce fonds, il va, par exemple, lever plusieurs millions d'euros. Il va investir ces millions d'euros dans plusieurs projets. Et moi, je faisais partie d'un des projets. Et quand tu parles de bon fonds, comment tu sais que c'est le bon? Alors, comment j'ai su que c'était le bon fonds, ou en tout cas, comment on sait que c'est un bon fonds? Moi, j'ai rencontré une dizaine de fonds durant ces 3 années. Et ce qui est intéressant, finalement, dans le choix d'un fonds, c'est les personnes avec qui on discute. Et moi, j'ai vraiment matché avec les personnes avec qui j'ai décidé de travailler. On voyait qu'on avait le même ADN, on avait la même vision. Et j'insiste, il y a la personne qui va représenter le fonds et il y a aussi l'ADN du fonds. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fonds qui sont spécialisés en SaaS, d'autres en énergie, etc. Et ça, j'ai envie de dire que ça permet d'identifier qui est le bon fonds. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de feeling finalement. Ouais, c'est ça, dans le choix du fonds. C'est vraiment une relation d'homme, quoi. Ok. La décision d'arrêter les prestations pour tout miser sur les logiciels, c'est toi ou le fonds qui t'y a poussé? Alors, j'ai envie de dire que c'est d'abord Stanford. Stanford, ça m'a éclairé sur ce qu'est vraiment la stratégie d'entreprise. J'avais eu cette théorie en école de commerce. Stanford m'a poussé sur cette partie, on va dire, mise en application de la stratégie. Et ensuite, c'est le plan que j'ai présenté au fonds d'investissement. Je leur ai dit, si vous investissez dans mon entreprise, voilà ce que je vais mettre en place. Et finalement, dans l'histoire, le plan que je proposais, ça permettait une chose, c'était de passer d'une valorisation A à une valorisation B. Donc, c'est-à-dire que le plan que je leur présentais, donc basé sur les logiciels, avec toutes les économies d'échelle qu'apporte justement la création de logiciels, ça permettait d'augmenter la valeur de l'entreprise de manière significative grâce à leur investissement. Et donc, c'était le deal. Moi, je leur ai présenté le projet. Eux, ils l'ont validé. Et après, tout naturellement, ça s'est mis en place. Et donc, ce qui m'a poussé à le faire, c'est ça. C'est vraiment le pilotage par la valeur de l'entreprise. On savait qu'une prestation de service, ça allait être valorisé 1 pour 1. Donc, c'est-à-dire que 1 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service allait augmenter la valeur de la société de 1 000 euros. Par contre, 1 000 euros de chiffre d'affaires en logiciel allait augmenter la valeur de la société de 16 000 euros. Ah ouais. Donc, on s'est dit, on va vraiment se concentrer uniquement sur l'édition de logiciels. Et c'est vrai que j'ai décidé volontairement de ne pas renouveler les prestations de services avec lesquelles on travaillait avant. En fait, au tout début, les 3 premières années, et comme quoi il n'y a rien de mal fait, les 3 premières années, on a vécu, on a financé notre développement grâce aux prestations de services. Et j'étais en train de m'essouffler dans ces prestations de services parce que finalement, pourquoi c'est valorisé moins cher? Parce que effectivement, ça demande plus de temps homme, etc. Ouais. Et en fait, on s'essouffle plus vite. Et donc, ça nous a financé le développement de la société. Mais à un moment donné, et ça je l'ai compris en me formant, il fallait avoir une stratégie. Il fallait choisir soit l'édition de logiciels, soit les prestations. Et c'est naturellement que j'ai choisi l'édition de logiciels. Et il faut savoir aussi un point que j'ai compris plus tard, c'est que finalement, en faisant auparavant les deux, je faisais un peu des deux et c'est pas très bien, en fait, j'avais des partenaires potentiels spécialisés dans les prestations de services qui ne me mettaient pas en avant en tant qu'éditeur de logiciels parce qu'on était finalement en concurrence. Ah oui. Ouais. Donc du coup,
naturellement, quand on leur a dit, quand on les a appelés en leur disant, nous on arrête la prestation de service et maintenant c'est moi qui t'envoie des clients, ben tout a changé. Nous on leur a envoyé des clients et eux ils nous ont envoyé d'autres clients. Mais finalement, si je fais le calcul, si moi je leur envoie un client à 1 000 euros, ça augmente leur valeur d'entreprise de 1 000 euros. Mais eux, s'ils m'envoient un client à 1 000 euros, ça augmente ma valeur d'entreprise de 16 000 euros. Ouais. Et c'est comme ça que finalement, d'une société que j'ai créée en 2011 qui valait rien, le capital social de la société, donc c'était 30 000 euros. 3 ans plus tard, j'ai réussi à faire une levée de fonds sur une valorisation de 600 000 euros, mais c'est une valorisation, on va dire, de levée de fonds, c'est pas une valorisation de cession. On va dire que souvent, une valorisation de levée de fonds, elle est gonflée un petit peu artificiellement. Ok. Et ce qui nous a permis, donc là, 3 à 4 ans après cette levée de fonds, on a cédé la société pour 9 millions d'euros. Donc là, pour le coup, c'était une valorisation de cession qui est beaucoup plus compliquée à obtenir. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, on a des gens qui vont faire des levées de fonds sur une valorisation, par exemple, à 5 millions d'euros, mais un an plus tard, ils vont céder pour seulement 5 millions d'euros. Parce que même si la société a continué de se développer un an plus tard. Parce que voilà, c'est comme ça, la valorisation de levée de fonds est toujours nettement supérieure à une valorisation de cession. D'accord. En 2018, tu revends Masbury pour 9 millions. Comment ça se passe du coup la cession, comme tu en parlais tout à l'heure? Alors, dans mon cas, la cession, ça s'est passé. De toute façon, j'aime dire que une société comme la nôtre, on était finalement une société de technologie en hypercroissance. On n'était plus une start-up. Au bout d'un moment, je disais technologie en hypercroissance parce qu'en fait, mes clients banquiers, quand on travaille avec des banques, ils n'aimaient pas travailler avec des start-up. Donc, j'avais supprimé ce terme start-up de notre vocabulaire. Okay. Mais comment ça s'est passé? En fait, on a une société qui s'est présentée. Et je me rappelle très bien de ce rendez-vous. C'était sur un salon professionnel. Quelqu'un que je connaissais qui s'est présenté et qui m'a dit « Thibaut, nous, on serait intéressé de racheter ta société. » Et forcément, ça faisait des années que j'avais fait une levée de fonds. On va dire 3 ans. J'avais déjà fait une levée de fonds. Et à partir du moment où on fait une levée de fonds, on sait que il y aura forcément une cession un jour ou l'autre. D'accord. Et donc, j'attendais ce rendez-vous déjà depuis longtemps. Et donc, ce rendez-vous est arrivé, donc super. Dans notre cas, j'ai partagé un petit peu la nouvelle à mon fonds d'investissement. Et finalement, on ne s'est pas mis d'accord avec l'acquéreur potentiel. Et ce qui s'est passé, c'est que le fonds d'investissement a dit, il y a peut-être une opportunité de marché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre officiellement la société en vente. Donc pour ça, dans notre cas, on a fait appel à une banque d'affaires qui a rédigé ce qu'on appelle une bande-annonce, un teaser, et puis un info-mémo. Donc il y en a un qui est anonyme, il y en a un qui n'est pas anonyme. Et finalement, lui va distribuer dans un premier temps le document anonyme à quelques personnes. Parfois, c'est même des concurrents. Et si le concurrent il exprime un intérêt à recevoir le document complet, il reçoit le document complet. Et ça, c'est un process d'1 an à peu près. Et nous, c'est ce qui s'est passé. On a signé avec la banque d'affaires en octobre 2017 et on a signé l'opération, donc la cession de l'entreprise en octobre 2018. Okay. Et donc là, j'ai parlé de l'info-mémo. Une fois qu'il y a l'info-mémo, donc il est envoyé à des acquéreurs potentiels. Après, il y a toute une série de rendez-vous. Donc, c'est moi et mes associés. On est allé en rendez-vous présenter notre société, notre stratégie, son potentiel à une dizaine d'entreprises qui pouvaient être intéressées pour nous racheter. Donc, il y avait parfois c'était des groupes internationaux, donc il fallait faire une présentation en anglais. Parfois, on allait tout simplement à Paris, etc. Et au bout de 6 mois, on a commencé à recevoir, je pense qu'on a reçu au moins 3 offres. Avec, ça allait du simple au triple en termes d'offres et de valorisation. Et forcément, on s'est orienté vers l'offre la plus intéressante pour nous. Ouais. Et après ça, donc on se met d'accord sur l'offre. Et par contre, eux, ils vont lancer ce qu'on appelle des due diligence. Donc, c'est un audit de l'entreprise. Et c'est là où la notion de structuration a aidé beaucoup. Parce que là, ils envoient donc, des experts financiers, juridiques, etc. Me harceler de questions
dans tous les sens. Et ils me disent, ben voilà, donnez-moi tous les contrats qui justifient l'intégralité de votre chiffre d'affaires, en plus des factures comptables, etc. Ok. Donnez-moi tous les contrats de travail de l'entreprise pour voir si tout le monde est en règle. Donnez-moi. Donc j'ai dû tout donner. Et c'est là où on est content d'être super structuré, C'est clair. parce que ça peut faire capoter une vente quand l'acquéreur il se dit bah, finalement c'est pas aussi sexy que je pensais, c'est beaucoup trop risqué, etc. Et c'est un peu le parallèle, j'expliquerai après en lien avec mon livre, mais c'est un peu le parallèle, c'est que moi j'étais entraîné pour préparer la société à la cession en la structurant. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de monde qui sous-estime cette partie structuration et préparation à la session. Et au bout d'un moment, ça crée des complications au moment où on ne veut pas. C'est-à-dire qu'un process de session, je l'ai dit, c'est 1 an. C'est quand même intensif. On présente la société à plein de monde. À chaque fois, c'est vraiment des questions hyper pointues, etc. Et surtout, aujourd'hui, on a un peu plus l'intelligence artificielle à disposition. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur de présenter un petit peu, d'appréhender justement un process de session avec les questions hautement stratégiques que peuvent poser des hackers potentiels. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué. Et puis, voilà, au bout d'un an, on est fatigué et on n'a pas envie d'avoir un problème sur ces due diligence, etc. Ouais, et ce qui n'était pas mon cas, donc ce qui a permis d'aboutir à ce projet. 1 an, ça se passe comme ça en général ou ça peut être beaucoup plus long, comme beaucoup plus court? Alors, ça peut être plus court. Pour le coup, je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai créé Maceberry. Et en 2017, j'ai eu l'opportunité de racheter une entreprise. Donc, nous, on a racheté une société. Et je pense qu'entre le jour où j'ai appris que la société est en vente et le jour où les 4 collaborateurs de la société ont intégré Maceberry, il s'est passé 10 semaines. Okay. Donc ça, c'est ultra rapide. Ouais. C'était une société de 4 personnes. Moi, quand je décide, je vais très vite. Donc là, on est allé très très vite à tout niveau. Donc j'ai un exemple, comme quoi en 10 semaines, c'est quelque chose qui est possible. Okay. Maintenant, le process global, j'ai envie de dire, c'est 1 an. Surtout pour une société d'une taille d'une 30aine de collaborateurs, avec les technologies, etc. Il y a vraiment une série d'audits qui sont réalisés, même des audits technologiques. Aujourd'hui, et puis en plus, quand on parle de plusieurs millions d'euros, moi j'ai des amis qui ont revendu leur société sur des montants encore plus élevés. Bien là, on a l'acquéreur qui vient faire des interviews, que ce soit auprès des clients. Ah oui, donc, okay. Ils vont poser des questions aux clients. Pourquoi vous travaillez avec eux? Et je pense que nous, ils l'ont fait aussi. Je ne me rappelle plus très bien, mais je pense qu'ils l'ont fait aussi. Pourquoi vous travaillez avec eux? Est-ce qu'ils sont performants, etc., etc. Bah oui, avant d'acheter, ils vérifient vraiment tout. Ouais, ça va très loin. Et donc, ça peut prendre 1 an. Okay. J'ai envie de dire qu'au-delà d'1 an, on va dire tout est possible, mais après, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais. Et quand une société est mise en vente trop longtemps ou que ça traîne, c'est jamais très très bon. J'ai envie de dire, dans l'immobilier, c'est un peu pareil. Ouais, si l'appartement ou la maison elle est en vente depuis 6 mois, on le voit dans les petites annonces et on laisse tomber, on dit tiens, c'est qu'il y a un problème, etc. Ouais, clairement. Voilà, c'est jamais bon. En 2023, l'entreprise est revendue pour quelques euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. Moi, j'ai revendu la société. Donc, comme j'ai dit, 9 millions d'euros. Il y avait une grande partie en cash, donc c'est des virements qui sont faits au fonds d'investissement, aux associés. Donc dans les associés, il y avait ma famille, mais il y avait aussi moi. Et sauf moi j'ai vendu une partie en cash et une partie en actions. Donc j'étais du coup actionnaire du groupe qui nous rachetait. Donc c'est pour ça qu'on appelle fusion-acquisition. Donc il y avait une partie acquisition, une partie fusion. Et donc... finalement, on formait un groupe assez important, peut-être 120 collaborateurs. Ça, c'était en 2018. Et puis, finalement, il y a une succession de mauvaises décisions pendant plusieurs années. Moi, j'ai envie de dire que la société, finalement, a été en redressement judiciaire, ou en tout cas, je ne connais même pas les termes, mais en tout cas, elle a eu vraiment... a été forcée de mettre en vente au tribunal, enfin elle est passée devant le tribunal et elle a été rachetée par un concurrent pour
pas grand-chose. Même moi, j'étais actionnaire du groupe. J'ai reçu aucun papier, rien du tout. J'ai même pas les montants exacts, rien. Maintenant, moi, moi, je suis sorti de l'opérationnel 2 ans avant 2023. Et au moment où je suis sorti, je savais déjà que la météo était pas bonne, quoi. Donc, c'est toujours triste. Mais finalement, moi, je l'avais complètement anticipé. Et voilà, enfin, comme quoi, une succession de mauvaises décisions, ben voilà, ça mène à des difficultés. Comme quoi, finalement aussi, la reprise d'entreprise, ce n'est pas automatique. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très complexe, malgré tous les audits que j'ai expliqués. Nous, en l'occurrence, on était une société qui était rentable. D'ailleurs, pour ça qu'on a été racheté. Enfin, tous les audits l'ont démontré, etc. Mais finalement, c'est pas parce que une société qui cherche justement du renouveau rachète une société, on va dire, qui est dans une bonne dynamique, ben, ça ne veut pas dire que forcément la dynamique va se propager dans le bon sens au sein du groupe. Et nous, en l'occurrence, ben, voilà, les décisions n'ont pas été prises dans le bon sens et ce qui a mené à la fermeture. On va dire fermeture de cette nouvelle entité, enfin de l'entité qu'on formait, le groupe. Maintenant, il y a quand même pas mal de collaborateurs qui ont été repris par le nouvel acquéreur, qui finalement est un concurrent historique. Et aujourd'hui, il y a des collaborateurs. D'ailleurs, le premier salarié de Maceberry est toujours employé chez ce repreneur. Et la technologie fonctionne toujours, etc., etc. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu aurais fait différemment chez Maceberry pour qu'elle soit plus vendable, justement ? Bonne question. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai réussi à vendre ma société. Pourquoi ? Parce que voilà, je me suis formé. Ensuite, j'ai réussi à lever des fonds. Et j'ai réussi à lever des fonds avec les bonnes personnes. Et dans ces bonnes personnes, j'ai eu plusieurs mentors, dont un qui m'a vraiment expliqué, on va dire, comment augmenter la valeur de la société. D'ailleurs, c'est une des premières remarques du fonds d'investissement. Ils m'ont dit, Thibaut, maintenant, à partir de maintenant, nous, on est actionnaires, on est associés avec toi. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu prennes toutes les décisions de la société avec un seul objectif, c'est ce soit des décisions qui augmentent la valeur de la société. On s'en fout de la rentabilité, on s'en fout de la marge, on s'en fout de tous les autres indicateurs. Ce qu'on veut, c'est augmenter la valeur de la société. Et donc, j'ai respecté scrupuleusement un petit peu cette consigne. Et donc, ça m'a permis d'éviter considérablement un nombre d'erreurs importants. Parce que parfois, finalement, on va dire, tiens, on va faire tel investissement. Et finalement, quand on se pose la question, est-ce que ça augmente la valeur de la société ? Quand la réponse est non, on ne le fait pas. Et moi, je le vois aussi dans beaucoup de sociétés, ils vont faire des investissements. Parfois, c'est pour, on va dire, servir l'ego du dirigeant. Ça, moi, je me suis vraiment interdit. Certains investissements marketing, etc. On a fait uniquement des investissements mesurables et mesurés. Et voilà, c'est toute cette rigueur qui a permis d'augmenter la valeur de la société et de réussir à la vendre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ? Pas grand-chose. Malgré tout, tous nos investissements n'ont pas été bénéfiques. On a essayé d'ouvrir un bureau en Espagne. Ça n'a pas été fructueux. On a essayé d'ouvrir un bureau en Angleterre. Ça n'a pas été fructueux. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'on aurait dû mettre 2 fois plus de moyens ? Est-ce qu'on aurait dû mettre 10 fois plus de moyens ? Est-ce qu'on aurait dû mettre moins ? J'en sais rien. Toujours est-il que j'ai quand même réussi à constituer une équipe de 35 talents. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les 35 anciens de Maceberry, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui des dirigeants d'entreprise ou alors de business unit. Et beaucoup ont déjà extrêmement bien réussi. Il y en a même plusieurs qui ont réussi à créer une société et la revendre plusieurs millions d'euros, bien plus que Maceberry. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui a contribué au succès. Maintenant, dans mon cas,
qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place d'autre pour améliorer l'accessibilité de l'entreprise, la rendre encore plus vendable. J'ai pas d'idée. Je pense que j'ai vraiment appliqué ce que mes mentors m'ont partagé. Je pense qu'on en parlera après, mais j'ai aussi accepté de vendre au bon moment. Souvent, et d'ailleurs moi le premier, j'étais plutôt à dire, j'étais pas vraiment vendeur. J'étais content, ça servait mon ego d'avoir justement ce rendez-vous avec la personne qui est venue voir en disant Thibaut, on veut racheter ta société. Mais au fond de moi, j'étais pas vraiment vendeur en fait. Je voulais continuer de développer la société. Je sentais que j'en avais encore beaucoup sur la pédale. On avait en plus plein de projets. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a vendu en 2018. Le mec est venu me voir un an plus tôt, en 2017. Je venais juste de racheter une société. C'était même pas encore public. J'en avais même pas encore annoncé. Ouais. Donc, j'étais pas prêt pour revendre. Mais finalement, là aussi, j'ai écouté mon entourage. J'ai écouté les personnes en qui je faisais confiance. Et je reste convaincu que j'ai vendu au bon moment aussi. Donc, j'ai vendu au bon moment. Est-ce que j'ai vendu aux bonnes personnes? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vendu au bon moment et à un bon montant. Ouais, c'est le plus important. C'est bien. Humainement, comment on vit le fait de voir son bébé être revendu quelques euros seulement 5 ans après? Alors, pour le coup, moi, ça m'a pas fait grand-chose. On va dire que moi, j'ai revendu. 5 ans plus tard, ça a été revendu pour rien du tout. Mais 5 ans plus tard, je savais déjà. Oui. Par contre, là où ça a été compliqué, c'était au tout début, c'est-à-dire juste après l'opération, où finalement j'ai compris que ce sur quoi on s'était mis d'accord au début, post-opération, c'était en train de... Voilà, on n'allait pas dans le bon sens. Et ça a été effectivement plus difficile, on va dire, au sens humain, parce qu'en fait... voilà, moi j'ai pas signé pour ça, pour ce qui a été mis en place, les mauvaises décisions qui ont suivi. Ouais. J'ai vu tout de suite toutes ces mauvaises décisions. Donc ça, c'est à ce moment-là où ça a été difficile. Puis après, j'ai tout simplement fait mon deuil en me disant, de toute façon, moi j'ai vendu. Je suis plus président de la société. Il y a un naufrage qui est en cours. Je peux pas l'éviter. C'est tout. Je laisse comme ça. Et effectivement, le jour où, effectivement, en 2023, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, mais le jour où j'ai appris que tout était fini, voilà quoi. Pour moi, je le savais. Donc non, il y a rien de mal fait. Il y a pas de. En tout cas, c'était plus mon bébé, comme tu disais. C'était plus mon bébé à un moment donné. Et puis le jour où j'ai vendu voilà, dans des très bonnes conditions, ce qui m'ont permis de dire, voilà, je vends l'entreprise que j'ai développée, etc. Et dans mon histoire, très vite, ce qui n'était pas prévu, mais ils ont décidé de changer de nom. Donc la marque Maceberry a disparu très rapidement. Ok, ça c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Et typiquement, il y en a beaucoup qui m'ont dit Thibaut, t'es pas triste de voir la marque Maceberry disparaître? Et je dis non. Je dis au moins on retiendra de Maceberry une belle histoire, parce que là, moi, je vois un naufrage arriver. Et au moins, Maceberry ne fera pas partie du naufrage. Et ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'esprit des gens, Maceberry reste une société qui a bien fonctionné. Et finalement, ça, c'est un bon souvenir, c'est bien. De cette expérience naît ta deuxième société, Furtiveo, et ton livre, Le rendez-vous ultime de l'entrepreneur. On va parler maintenant du présent. Oui. Donc, Furtiveo, c'est quoi et qu'est-ce que tu as voulu créer avec cette entreprise? Exactement. Donc, Furtiveo, en fait, on aide les dirigeants à préparer la cession de leur entreprise. J'aime dire qu'on fait ce travail-là 5 à 10 ans avant l'opération. On n'est pas là pour mettre une société en vente. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait notre travail, en fait, notre travail il va se situer sur à peu près 2 à 3 ans. Donc, on va dire, parfois c'est 10 ans avant la session, mais nous, on ne va pas accompagner le dirigeant pendant 10 ans. Mais pendant ces 2 à 3 ans d'accompagnement, avec notre méthodologie, c'est un peu ce que j'explique dans le livre, on va expliquer au client comment augmenter la valeur de sa société. Et finalement, moi, tout ce que mon fonds d'investissement m'a appris et que j'ai appliqué dans le domaine des technologies, et je l'ai adapté, et aujourd'hui, j'essaye de le faire appliquer par mes clients qui sont des dirigeants de PME.
Tu l'as dit en introduction, il y a à peu près entre 500 et 700 000 entreprises qui vont être à céder dans les 10 prochaines années. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est un élément démographique. On va avoir un nombre d'entreprises qui va être à vendre parce qu'en fait, on a beaucoup de dirigeants qui ont plus de 55 ans. Ouais. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que on n'aura pas 500 à 700 000 repreneurs finançables parce que là, il n'y a pas d'élément démographique. On n'a pas des jeunes finançables qui sont prêts à racheter une société, qui sont prêts à se mettre à dos tous les risques. Donc, on n'aura pas 700 000 repreneurs. Aujourd'hui, déjà, donc, je ne parle pas de Maceberry dans le domaine des startups et des technologies. Je parle vraiment dans le domaine, on va dire, des PME françaises. Donc, il y a une statistique de novembre 2025 de la BPI et du CRA, le CRA, qui dit qu'il y a à peu près une société sur deux qui trouve un acquéreur. Parmi les sociétés qui mettent en vente, parmi les dirigeants d'entreprise qui mettent leur société en vente, il n'y en a que 1 sur 2 qui trouve un acquéreur. Donc aujourd'hui, on a un taux de succès de 50%. Ouais. Et je reste convaincu que ce taux de succès de 50%, il va énormément baisser dans les 10 prochaines années. Parce qu'en fait, on n'a pas autant de repreneurs. Sur les 700 000 entreprises, avec un taux de 50%, c'est-à-dire qu'on a 350 000 repreneurs présents sur les 10 prochaines années. En réalité, je pense que si on en a 200, 250, ce sera magique. Et nous, on est là pour aider les dirigeants qui vont tous être confrontés à vendre leur société dans les 10 prochaines années. On est là pour les aider à préparer la cession de leur entreprise. Et je leur explique tout simplement comment lire, on va dire, la valeur d'une entreprise. Non pas la valeur comptable d'une entreprise, mais la valeur que va pouvoir mesurer, calculer et offrir un acquéreur potentiel. Ce qui est vraiment deux choses différentes. Il y a la valeur nette comptable que va proposer l'expert comptable. Et puis après, il y a la valeur de cession. J'en parlais tout à l'heure, les valeurs de levée de fonds, les valeurs de cession qui sont différentes. Voilà, la valeur nette comptable et la valeur de cession, elle est là aussi très différente. Et donc, nous, on est là pour plus parler, se mettre à la place d'un acquéreur potentiel et dire, voilà, si je me mets à la place d'un acquéreur, en fait, ta société est invendable. Et tu vas te retrouver dans les 50% qui ne vont pas réussir à transformer leur patrimoine en quelque chose de liquide. Ouais. Et j'ai moi-même, après avoir vendu ma société, j'ai même investi pendant 5 ans dans un fonds d'investissement. On était là aussi spécialisé dans l'édition des logiciels SaaS. Et cette expérience, ça m'a permis aussi de développer cette casquette un petit peu, non pas d'acquéreur, mais en tout cas de fonds d'investissement avec la casquette du fonds d'investissement. Et c'est aussi cette expérience que je mets à disposition de mes clients, finalement, d'être... voilà, j'ai déjà racheté une société, j'ai déjà revendu finalement une société, j'étais souscripteur dans un fonds d'investissement. J'ai mon expérience aujourd'hui Furtivo depuis 3 ans auprès des dirigeants de PME. Et c'est cette expérience qui m'a poussé à écrire le livre. Je me suis rendu compte que tous les dirigeants faisaient tout l'inverse pour préparer la cession de leur entreprise que ce que moi, on m'avait appris. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un taux d'échec de 50%. Oui, j'imagine. Donc, par rapport à ton livre, c'est quoi le rendez-vous ultime de l'entrepreneur ? Pourquoi le rendez-vous ultime de l'entrepreneur ? Parce que je me suis rendu compte que, pour moi, je l'avais préparé. Mon rendez-vous ultime, c'est finalement... Alors, je ne vais pas spoiler le livre, mais en fait, le rendez-vous ultime, c'est les jours qui sont très proches de l'opération. Je ne vais pas en dire plus, mais finalement, c'est finalement préparer la cession de son entreprise. Et en gros, ça arrive mais vraiment trop souvent de voir des dirigeants qui sont acteurs du développement de leur entreprise et qui sont totalement spectateurs de la cession de leur entreprise. Mais pourquoi ? Parce qu'en plus, quand on vend une entreprise, on est avec des banques d'affaires, on est avec des avocats, on est avec l'expert comptable, il y a un jargon. Et le dirigeant, très souvent, il n'est pas comme moi. Moi, j'ai vendu, j'avais moins de 35 ans. Mais souvent, le dirigeant, il vend pour un départ en retraite. Donc, il a plus de 65 ans.
clairement, il n'a pas envie de se documenter, il n'a pas envie de s'intéresser à quoi que ce soit. Il est clairement spectateur de la session de son entreprise. Et finalement, mal préparé, ça se passe pas très bien. Ça se passe mal. Voilà, j'en parle un peu plus dans le livre, mais voilà, j'explique un petit peu à quel point aussi sur le côté psychologique, il faut préparer ça. Et finalement, donc voilà, le rendez-vous ultime, c'est préparer 10 ans plus tôt son rendez-vous ultime, préparer la session de son entreprise. Ouais. Et en gros, dans le livre, je partage la pyramide de valeurs. D'ailleurs, c'est pour ça que au niveau de la couverture, on a une pyramide, parce qu'en fait, je voulais vraiment mettre en avant la pyramide de valeur d'une entreprise. Et en gros, elle est découpée en 5 niveaux. Ouais. Et si le dirigeant est très mauvais sur le premier niveau, c'est tout simplement l'indépendance du dirigeant vis-à-vis de son entreprise. Et donc, si on me dit, je veux vendre ma société, mon comptable m'a dit qu'elle valait 3 millions d'euros, j'attends une offre à 3 millions d'euros. Super. Sauf que ton comptable, il n'a pas pris en compte, c'est l'indépendance de la société vis-à-vis de toi. Toi, tu es en train de me dire que tu es indispensable dans l'entreprise, c'est toi qui connais les 10 fournisseurs de l'entreprise, c'est toi qui connais les 50 clients de l'entreprise, c'est toi qui as une relation privilégiée avec les 2 plus gros clients de l'entreprise qui, à eux deux, représentent 80% du chiffre d'affaires. Eh bien ça, tous ces éléments, ça apporte une grosse décote importante dans l'entreprise. Là, je t'ai donné 2 éléments. C'est niveau 1, le dirigeant est très dépendant. Et je t'ai donné, donc là, c'est le niveau 2. Je t'ai dit qu'il y avait 2 clients qui représentaient 80% du chiffre d'affaires. Souvent, ça arrive très souvent dans les PME, parce que voilà, en France, on a à peu près 40% des PME qui sont des sous-traitants de grands faiseurs. Okay. Et les grands faiseurs donc, sont là pour donner du travail à ces sociétés. Et on se retrouve avec 2 clients qui font 80% du chiffre d'affaires. Je l'ai déjà vu. Mais on va dire que souvent, ces 2 clients peuvent représenter 40 à 50% du chiffre d'affaires. Et ça, l'acquéreur, lui, quand je me positionne comme acquéreur, l'acquéreur, il voit ça comme un très gros risque. Il se dit, mais moi, si j'en ai un des 2 qui s'en va, je perds énormément, je dois licencier. Et donc, l'acquéreur, lui, soit il apporte une grosse décote à son offre, ou soit finalement, il ne se positionne pas du tout. Surtout quand il voit que les niveaux de la pyramide ne sont pas du tout respectés. C'est un peu ce que j'explique dans le livre. Le livre, finalement, c'est ce que tu aurais voulu savoir depuis le départ? Alors, oui. Faut savoir qu'il y a des gens qui ont lu le livre, qui m'ont dit, Thibaut, j'aurais dû avoir ce livre il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 63 ans, et c'est il y a 10 ans que j'aurais dû avoir ce livre. Par contre, moi, je n'avais pas ce livre, et bon, c'est ce qui m'a poussé à l'écrire. Hein. Mais j'ai eu mieux que ça. Moi, j'ai eu mon fonds d'investissement qui m'a tout expliqué. Donc après, ils ne m'ont pas expliqué tout ce qu'il y a dans le livre, parce que finalement, la pyramide de valeurs, c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai essayé de standardiser, etc. Mais l'état d'esprit de dire on valorise d'abord le capital versus le revenu, ça, ce sont eux qui m'ont expliqué. Et je disais en introduction, dans les sociétés cotées en bourse, elles sont très sensibles à la capitalisation boursière, au prix de l'action, etc. Donc, ils prennent leurs décisions en fonction justement du cours de l'action. Sauf que les sociétés cotées en bourse, elles ont un rendez-vous trimestriel qui les pousse à faire des choix très court terme. D'accord. Moi, je propose un mix des 2. C'est-à-dire, je propose aux dirigeants d'avoir une approche très orientée vers la valeur de l'entreprise, très orientée sur le capital. Par contre, on n'a pas de rendez-vous trimestriel. On ne va pas faire un check de tous les trimestres de la valeur de la société. Donc, eux, ils ont le temps de préparer leur propre valorisation, puisque la valorisation, elle ne va pas se faire par rapport à une cotation en bourse, elle se fera par l'offre d'un acquéreur. Et donc, je reste convaincu que cette approche reste beaucoup plus performante pour l'entreprise et pour le dirigeant que le fonctionnement classique dans une PME qui est de travailler pour du revenu. Ouais. Le revenu, c'est de dire je fais plus de chiffre d'affaires, idéalement je fais plus de marge et idéalement je fais plus de résultats. Super. Sauf qu'on est content, on a fait 100 000 euros de résultats de plus que la moyenne marché par exemple, ou en tout cas en pourcentage. Mais en réalité, c'est une machine dans laquelle on n'a pas investi. C'est le recrutement d'un commercial dans lequel on n'a pas investi finalement. Et moi, je le vois dans les entreprises. Parce qu'une machine dans laquelle on n'investit pas, l'année suivante, on ne recrute pas le commercial.
l'année suivante, on n'investit pas dans les bons logiciels, etc., bah super, la société est plus rentable que la normale. Mais à la fin, ça se paye. On vous dit, ah bon, il n'y a pas de RP dans la société, il n'y a pas de commercial, les machines sont extrêmement anciennes, mais je ne vais pas racheter votre société, il y a beaucoup trop de risques. Donc du coup, ben, au lieu de revendre sa société avec un montant en centaines de milliers d'euros ou en millions d'euros, ben, il va la revendre 0 euros. Alors dans les PME, ça arrive très souvent, c'est qu'ils vont revendre leur société au prix de l'immobilier. Moi, j'ai déjà vu des opérations où la personne me dit ben, j'ai racheté cette société 200 000 euros parce que je savais que dans l'entreprise, il y avait un bâtiment d'une valeur de 200 000 euros. D'accord. Donc finalement, voilà, le dirigeant a travaillé pendant 20 ans pour revendre sa société le prix de l'immobilier. Et ça arrive voilà, très souvent. Et c'est ce qui me pousse c'est ce qui m'a poussé à faire mon métier, c'est ce qui m'a poussé à faire le livre. Et c'est vraiment ce en quoi je suis épanoui aujourd'hui en faisant mon métier au quotidien chez Furtiveo auprès des dirigeants qu'on accompagne. Ok. Et justement, en parlant du livre, il y a un moment où tu parles d'exit planning. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Excellente question. En fait, l'exit planning, c'est en français la planification de sortie. Ce qui s'est passé, c'est que moi, vraiment, j'ai mon expérience, le fonds d'investissement, mon mentor, la session de mon entreprise, mon quotidien avec les dirigeants. Ce qui m'a poussé à lancer Furtiveo, ce n'est pas la découverte de la planification de sortie, c'est d'abord de voir, dans un premier temps, je n'avais pas la théorie au début, mais de voir qu'il y avait beaucoup de dirigeants, même dans ma famille, j'ai des dirigeants de PME qui, je les voyais faire tout l'inverse de ce que moi, on m'a appris, enseigné, et ce qui m'a permis de vendre ma société. Et donc, j'ai créé ma propre théorie, ce qui m'a poussé à faire la pyramide de valeur, le livre, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que cette industrie que j'étais en train de créer moi-même, en fait, c'est une industrie qui existe aux États-Unis, qui s'appelle l'exit planning, donc la planification de sortie. Il y a à peu près 7000 consultants spécialisés en exit planning aux États-Unis. Okay. Donc, il y a un leader qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle l'Exit Planning Institute, dont voilà, c'est l'expertise, c'est l'augmentation de la valeur de l'entreprise, en travaillant d'abord en maximisant le capital versus le revenu, en mettant en avant, là aussi, 3 bénéfices avec une stratégie d'exit planning. C'est d'une part un bénéfice organisationnel, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, si on investit dans une machine, dans un logiciel et on recrute un commercial, bah, il y a une meilleure organisation de l'entreprise. Ensuite, il y a un bénéfice financier, puisque la machine elle va permettre de produire plus vite, le commercial va permettre de signer plus de contrats, et les logiciels vont permettre une meilleure organisation dans l'entreprise. Et enfin, dans le troisième bénéfice, c'est le bénéfice émotionnel. C'est-à-dire que quand on fait de l'exit planning, quand on planifie sa sortie 10 à 5 à 10 ans avant l'opération, eh bien, le dirigeant, il bénéficie d'un bénéfice émotionnel. C'est-à-dire qu'il se dit, j'ai mis toutes les choses en place pour transformer mon patrimoine en une opération de cession réussie dans des bonnes conditions. Parce que sinon, en fait, ça revient à jouer à la loterie. Et j'insiste, j'ai encore croisé la semaine dernière énormément de dirigeants qui me disent je sais que je ne vendrai pas ma société ou je sais que ça va être très compliqué, mais je ne sais pas comment faire autrement. Voilà. Ouais. Donc, il y a un vrai besoin et ce n'est pas du tout dans la culture, on va dire, francophone. En Europe francophone, ce n'est pas du tout la culture de faire cette planification de sortie, alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Et quand j'ai vu ça, ben, vraiment, ça m'a encore plus motivé à faire mon métier chez Furtiveo, ben voilà, parce que c'est une industrie qui existe. Et en fait, ce qui m'a encore plus motivé, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre Furtiveo et Maceberry. Alors, des parallèles, il y en a plusieurs. Mais quand j'ai créé Maceberry, j'avais une idée en tête, c'était de permettre aux directeurs marketing des plus gros sites e-commerce d'Europe de mesurer le retour sur investissement de chaque euro investi en publicité sur Internet. C'est-à-dire, ils investissaient 1 000 euros et nous, on leur disait, ça vous a rapporté
Par exemple, 150 000 euros. Ouais, ok. Voilà, c'était extrêmement clair. Et en fait, quand j'ai démarré et quand on me disait oui, si ton idée a été vraiment révolutionnaire, Google l'aurait déjà fait, etc. Super. Mais en réalité, moi, je faisais ça dans mon coin. Mais aux États-Unis, il y en a qui bossaient dessus et ils avaient même créé une industrie, c'était l'industrie de l'attribution marketing. Ce qui a permis après à Maceberry d'être pionnier et leader en attribution marketing en France. Ok. Et finalement, le parallèle que j'ai vu avec Furtiveo, c'est que moi j'ai fait, on va dire, ma théorie sur l'exit planning. Je ne mettais pas le terme exit planning. Je faisais mon travail. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait une industrie qui existait aux États-Unis, extrêmement structurée depuis plus de 20 ans. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est un super parallèle avec Maceberry. Donc j'espère que d'ici quelques temps, on pourra dire que Furtiveo est pionnier et leader en exit planning en France. Et effectivement, comme tu l'as dit en introduction, le marché va dans mon sens, puisqu'on va avoir beaucoup de dirigeants qui vont être amenés à céder leur entreprise dans des conditions qui vont être de plus en plus difficiles dans les prochaines années. Complètement. Et donc là, en France, il y a plusieurs entreprises qui font de l'exit planning, entre guillemets ou... Alors, moi, j'ai trouvé 2 sociétés. Donc, honnêtement, je pense que s'il y a 5 experts ou consultants en exit planning en France, c'est bien. Je sais qu'à Paris, il y a une société, ce sont des anciens dirigeants qui ont décidé de mettre à disposition leur expérience auprès de dirigeants. Et pour le coup, eux sont allés se certifier aux États-Unis, de ce que j'ai pu comprendre. Je ne les ai pas rencontrés, mais de ce que j'ai pu comprendre, ils sont allés se certifier à l'Exit Planning Institute aux États-Unis. Ok. Ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai fait un chemin inverse d'une part. Et puis, j'ai fait un chemin qui me correspond bien. Et comme je te dis, tous les parallèles avec mon histoire précédente me poussent à continuer dans cette direction. Oui, totalement. Dans ton livre, on a l'histoire de Thierry, si je ne me trompe pas. Et tu parles d'une décote de 40% par rapport à la valeur que présente l'expert comptable. Comment tu justifies ça ? Ouais. En fait, pour expliquer un petit peu... on va dire, notre métier aux dirigeants, en tout cas dans les exercices qu'on fait avec eux. On utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle, c'est une manière native chez Furtiveo. Ouais. On met souvent en parallèle 2 personnages, Thierry et Nicolas. Et ça, c'est en lien avec un des livres que j'ai lu qui m'a beaucoup plu, c'est le livre Père riche, Père pauvre, où on a finalement le petit garçon qui a son père riche et son père pauvre. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Moi, je mets les dirigeants face à finalement 2 personnages, Thierry et Nicolas, et je les pousse à devenir Nicolas et d'éviter justement le fonctionnement de Thierry. Thierry qui, lui, va dire, comme j'expliquais tout à l'heure, il va dire non, je ne recrute pas de commercial, je suis le meilleur commercial de la société. Qui va dire non, mais en fait, finalement, on n'a pas besoin de renouveler notre parc machine. Et puis, en plus de ça, ça me permet d'augmenter ma rentabilité et c'est super, etc. Mais ça a des conséquences et finalement dans notre travail on explique bien cette différence entre Thierry et Nicolas et on dit voilà, Nicolas lui ferait comme ça, etc., etc. Et c'est quelque chose qui marche assez bien. D'ailleurs sur notre site internet on a une vidéo dans laquelle on illustre les décisions de Thierry et les décisions de Nicolas et c'est une petite vidéo de 5 minutes dans laquelle on explique comment Thierry et Nicolas ont démarré avec la même société, avec les mêmes indicateurs clés performance, on va dire, et ont terminé quelques années plus tard avec 1 million d'euros de valorisation de différence. Ouais. Et clairement, Thierry a obtenu plus de résultats nets pendant ces années, mais ça reste nettement inférieur à l'augmentation des 1 million d'euros générés par Nicolas. Voilà. Ok, trop sympa. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais avec Thierry dans ce cas-là ? En gros, si mon client décide de rester dans le personnage de Thierry, je lui explique que sur la valeur nette comptable que lui a présentée son expert comptable, eh bien, il va falloir enlever 40% ici, 30% là, et peut-être 10% ici. Et donc, voilà, sa société va devenir invendable. Il va finir par la vendre au prix de l'immobilier pour pas grand-chose, et c'est vraiment dommage. Ouais. Et les 5 ans de préparation, ça ressemble à quoi ? Alors,
nous, dans notre fonctionnement, comme je dis, on va aider le dirigeant à préparer donc, sa session 5 à 10 ans avant l'opération. Mais admettons que là, on est 5 ans avant l'opération. Nous, on va travailler avec lui pendant 2 ans, 2 ans et demi. On a un format qui est exactement de 27 mois. On va lui proposer un accompagnement pendant 3 mois, sur lequel, durant ces 3 mois, on va valoriser son entreprise. On va faire des exercices avec lui, on va apprendre à le connaître, on va apprendre son fonctionnement et ça va nous permettre, à l'issue de ces rendez-vous, durant ces 3 mois, de valoriser son entreprise selon un acquéreur potentiel. D'accord. Et ça va lui permettre de dire, ta société, elle est vendable en l'état aujourd'hui pour autant, ou alors ta société est invendable et pour telle raison. Ok. Et à chaque fois, tout est justifié. Et l'idée, c'est que durant ces 3 mois, en fait, le dirigeant puisse prendre conscience de ces éléments, que le dirigeant puisse tirer énormément d'enseignements, que ce soit au niveau de sa stratégie, au niveau de l'organisation de son mix produit, de ses recrutements, etc. Il va déjà apprendre beaucoup sur qu'est-ce qui crée de la décote dans son fonctionnement actuel. Et donc, en opposition, effectivement, s'il fonctionne différemment sur certains points, ça va augmenter la valeur de sa société. Et donc, on va faire un bilan en disant, voilà, si tu respectes ça dans les 24 prochains mois, tu pourrais augmenter la valeur de ta société de plus 700 000 euros, de plus 4 millions d'euros, ça dépend de l'entreprise, etc. Et après, à l'issue de ces 3 mois, soit il dit, écoute Thibaut, moi je vais continuer tout seul de manière autonome. On lui donne cette porte de sortie, mais de manière générale, en gros, il nous dit, Thibaut, tu vas continuer de nous accompagner pendant 2 ans. Okay. Et donc là, pendant 2 ans, on va l'accompagner à raison de une demi-journée par mois avec le dirigeant, sur lequel on va faire des exercices. Et j'aime dire que nous, dans notre façon de travailler, je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle est très présente. Donc on va travailler avec le dirigeant, avec moi ou mon associé, et avec une intelligence artificielle qui connaît parfaitement l'ADN de l'entreprise, qui connaît parfaitement les enjeux de l'entreprise, la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise. Et on va aller chercher cette zone de génie qu'il y a au milieu, c'est-à-dire l'expertise, les forces du dirigeant, mes forces avec mon expérience et ma façon de penser qui est, on va dire, unique. Et ensuite, le fonctionnement et la puissance de l'intelligence artificielle qui, elle aussi, est unique. Et donc, vraiment, on va vraiment exploiter cette puissance à raison d'une demi-journée par mois. D'accord. Et nous, on continue de travailler donc sans forcément déranger le dirigeant. On va peut-être l'appeler, on va peut-être le solliciter durant le mois pour lui envoyer des livrables complémentaires, etc. Mais de manière générale, on va se rencontrer une demi-journée par mois pour faire une session et aller chercher vraiment cette zone de génie en vue d'augmenter la valeur de la société. Donc c'est une activité qui est multidisciplinaire. Un jour, on va travailler sur une urgence logistique. Un jour, on va travailler sur une urgence RH. Un jour, alors je dis urgence, mais ce n'est pas systématiquement des urgences pour le coup, mais en tout cas un focus qu'on a identifié comme pas urgent, mais prioritaire, etc. Et donc finalement, en 24 mois, on a le temps de faire 24 ateliers et de rendre le client autonome de plus en plus, que ce soit sur l'accès à la technologie, sur les prises de décision, RH, technologique, industriel, énergétique, etc. Et après, clairement, nous, notre travail est terminé au bout de 27 mois. On n'a pas vocation à accompagner le dirigeant durant son opération. Là, il va être prêt à aller voir une banque d'affaires. Nous, on va lui conseiller de continuer à travailler. Et 1 an avant l'opération, c'est de mandater une banque d'affaires. Et en fait, les banques d'affaires, elles aiment bien travailler avec nous. Pourquoi ? Parce que elles ont des dossiers qui sont excellents. Elles ont des dirigeants qui connaissent qui ont préparé leur session, donc qui connaissent le fonctionnement, qui savent à peu près exactement à qui elles vont vendre leur société. Parce que dans l'exit planning, il y a aussi la préparation de la société pour la rendre attractive pour un acquéreur cible. Okay. J'en parle dans le livre. C'est aussi une expérience que j'ai rencontrée un jour.
En fait, c'est un business angel qui devait investir chez Maceberry, qui n'a jamais investi d'ailleurs. Mais il m'a partagé une histoire au début qui était vraiment anodine, mais je ne l'ai jamais oubliée. Et finalement, à tel point je ne l'ai jamais oublié que j'ai réussi à en parler dans le livre. En gros, cette histoire, c'est de dire il a investi un jour dans une société qui voulait absolument être rachetée par Page Jaune. Oui. Donc, toutes les décisions qui ont été mises en place dans cette société, c'était pour séduire Page Jaune. Et en l'occurrence, leur charte graphique était jaune. C'est tout bête, mais finalement, c'est le meilleur moyen d'y accéder. Carrément. Et donc, au bout d'un moment, ça aussi, ça fait partie du travail que je peux faire avec mes clients, c'est de dire, vous avez 2 activités. On peut prendre les prestations et le logiciel de tout à l'heure. Moi, je serai très sensible à ça. Et je vais dire, aujourd'hui, vous voulez être racheté au plus offrant. Mais dans vos 2 activités, il y en a une qui va intéresser un très grand groupe et l'autre qui va intéresser quasiment personne. Sur les 10 prochaines années, concentrez-vous mettez plus d'énergie là-dessus. Ici, vous n'allez pas refuser les clients, mais tout votre marketing doit être orienté vers l'activité la plus lucrative. Complètement. La plus lucrative en termes de chiffre d'affaires, pas forcément, parce qu'eux pensent chiffre d'affaires, donc c'est pour ça qu'ils ne le développent pas, mais plutôt en augmentation de la valeur de la société. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille durant ces 27 mois. Et je te dis, le client, après, il est autonome durant les... Donc, sur les 5 ans, c'est 2 ans et demi avec nous, 2 ans et demi sans nous. C'est quoi le profil type du dirigeant qui va venir te voir? Et est-ce qu'il est déjà trop tard quand il vient te voir? Alors, nous, les dirigeants qui viennent nous voir, c'est souvent par bouche à oreille, parce que c'est un métier qui est peu connu. Après, l'initiative du podcast, là, c'est super parce que ça va permettre à des personnes de pouvoir partager la vidéo à leur oncle qui est dirigeant de PME et des personnes vont savoir que cet oncle, il est dans le cas de figure typique d'un client de Furtiveo. C'est un client qui a un dirigeant de PME entre 5 et 100 salariés, qui a plus de 50 ans, qui va à un moment donné transmettre sa société dans les 10-15 années qui vont suivre. Et voilà, qui a peut-être lu mon livre ou qui pourrait être intéressé par lire mon livre pour commencer, pour faire connaissance et découvrir un petit peu mon approche et ma méthodologie. Et puis après, de décider de faire justement ces 3 mois de valorisation de l'entreprise de manière très précise avec un œil d'acquéreur et puis de se faire accompagner. Voilà, c'est vraiment un dirigeant qui a envie de maximiser justement son capital et de se dire qu'il n'a pas travaillé pendant des années pour rien du tout. Oui, c'est ça. Et ça arrive trop souvent. Les étudiants d'Enaco sont formés donc à la création, à la levée de fonds, à la scalabilité. Furtiveo, c'est l'inverse. Tu accompagnes 10 à 15 clients par an. Donc toi, tu n'es pas scalable. Et alors? Exactement, excellente question. C'est une question qu'on me pose de temps en temps, surtout quand je traîne autour de l'incubateur, par exemple, ou des jeunes dirigeants qui sont, comme tu dis, formés à la scalabilité, etc. On me dit, mais Thibaut, ton business n'est pas scalable. Bah oui, ben alors. Et au moins, j'ai des clients. Et au moins, je ne suis pas dépendant d'un fonds d'investissement, surtout qu'aujourd'hui, vous le savez chez Enaco, mais c'est de plus en plus difficile de lever des fonds. Donc, moi, je leur dis, voilà, je crée mon business et la scalabilité, on verra après, on verra dans un temps 2. Et c'est vraiment le schéma inverse que, justement, c'est mon expérience qui m'a permis de fonctionner comme ça. Et alors, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que, comme je t'ai dit, moi, il y a 15 ans, mon objectif, c'était de créer mon propre job. Ensuite, c'était de créer ma propre société. La scalabilité, je ne savais même pas que ça existait. Et donc, j'ai créé la société. J'avais pas du tout l'intention d'être scalable. Et puis, finalement, j'ai réussi à créer quelque chose de scalable puisque, voilà, on s'est énormément développé. On était rentable, on était scalable, on était dans l'industrie du logiciel SaaS. On était très bien valorisé, etc. Donc, finalement, c'est pas un problème. Je pense que le principal sujet, c'est d'avoir des clients. Et puis, la scalabilité, on verra ensuite. Des idées de scalabilité, j'en ai pas beaucoup pour Furtiveo, pour plein de raisons. Mais peut-être que dans 3 ans, j'aurai un autre discours. Et un étudiant Enaco qui voudrait reprendre une PME, t'en penses quoi? Pour moi, je suis convaincu que c'est une excellente idée. Il faut bien entendu se former parce que c'est un métier, il y a des enjeux.
Je pense aussi qu'il faut aussi se former à la puissance de l'intelligence artificielle. C'est un réel atout aujourd'hui pour reprendre une société. L'intelligence artificielle est un réel facilitateur. Donc, se former à l'intelligence artificielle et à la reprise d'entreprise, c'est quelque chose que je recommande vivement. Et après, je reste convaincu que reprendre une société, c'est un excellent investissement pour soi et pour plus tard, en fait. Aujourd'hui, reprendre une société, alors ça dépend des sociétés, il faut vraiment prendre une société qui va pouvoir s'inscrire vraiment dans le temps. Mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait transmettre à ses enfants. Voilà, moi je me dis que c'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel je peux que encourager les personnes à reprendre une société. Et n'hésitez pas à lire, à vous former, à vous documenter, regarder des vidéos comme celle-ci et d'autres. C'est vraiment le meilleur moyen de réussir. Récemment, le gouvernement a lancé un plan, c'est le plan Objectif Reprise. Donc, le ministre Serge Papin parle de grandes causes économiques nationales. Toi qui es au cœur du sujet, c'est une vraie avancée ou c'est juste un saupoudrage ? J'ai envie de dire c'est un tampon de plus. Ça montre que il y a un réel enjeu démographique, il y a un réel enjeu de reprise d'entreprise, il y a un réel enjeu business, d'emploi, etc. Maintenant, un jeune étudiant qui souhaite reprendre une entreprise, il ne peut pas compter sur ce dispositif pour l'aider énormément dans son projet. Il doit vraiment compter sur lui-même, il doit se former. Et ça, ce sera un tampon de plus, un facilitateur. C'est peut-être aussi un marqueur pour lui pour trouver des encouragements auprès de son entourage, où son entourage va lui dire écoute, c'est compliqué de reprendre une société, etc. Ça montre qu'il y a une dynamique qui va dans le bon sens et qu'il n'a pas une idée farfelue, etc. C'est un enjeu économique et il va dans le bon sens. Donc, non, c'est quelque chose qui doit le motiver. Mais il ne doit pas forcément en attendre énormément. Ouais. Ça, c'est ma vision. Plus de 500 000 entreprises à vendre dans les 10 ans à cause des départs en retraite, c'est ce que je disais dans l'intro. Toi, c'est quoi ton analyse par rapport à ça ? Je te suis à 100%. On aura effectivement de nombreuses entreprises à vendre dans les prochaines années. Ça va être la grande transmission. D'ailleurs, j'ai même entendu que les notaires sont déjà au courant de cette grande transmission. Les banques d'affaires, vraiment tout le monde est au courant de ça. Ça va créer... une réelle transmission et donc peut-être aussi des sociétés qui vont se rajeunir au niveau de la direction, pas au niveau des équipes, mais en tout cas au niveau de la direction, ça va créer des nouvelles dynamiques. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait plus de technologie dans les entreprises parce que c'est aussi un constat que j'ai identifié dans mon quotidien dans les PME parce que moi, mon quotidien chez Maceberry, c'était d'investir énormément dans les logiciels parce que je savais que ça allait nous apporter cette fameuse scalabilité. Ouais. À la fois, c'était mon métier, mais à la fois, on l'utilisait pour nous. Et en réalité, c'est quelque chose qui est vraiment quasiment inexistant dans les PME, j'insiste, mais c'est hallucinant à quel point il y a des PME qui sont basées sur Excel, etc. Donc, voilà, cette grande transmission, j'espère qu'elle va apporter beaucoup plus de technologie dans les entreprises pour générer, comme j'ai dit tout à l'heure, un bénéfice organisationnel, émotionnel et puis financier. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre et où est-ce qu'on peut te suivre aussi ? Mon livre, il est disponible sur Amazon. Vous tapez Le rendez-vous ultime de l'entrepreneur ou Furtiveo. Ouais. Et puis après, le meilleur moyen de me suivre ou de me contacter, c'est via LinkedIn. Merci Thibaut, j'espère que ce moment t'a plu et que ça plaira à nos internautes. Je suis ravi, merci beaucoup Émilie, à très bientôt. Merci, à bientôt.